Voilà, donc, bon, merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est vrai que vous étiez quand même assez nombreux à chaque fois à nous dire que vous ne pouviez pas vous rendre disponible sur place chez nous lors de nos nombreux ateliers maintenant, parce qu'on pourrait le faire les yeux fermés là. Donc on s'est dit que le webinaire, ça serait une bonne opportunité de vous atteindre ou au pire, effectivement, de vous avoir en replay. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer vraiment en 1 heure, de tenir le timing, qu'est-ce que c'est la réforme, en quoi elle vous concerne, désolé, tous. Qu'est-ce que ça va changer pour vous et voilà, de vous donner un exemple concret des exemples concrets de comment ça va se passer et notamment une petite démo à la fin de la plateforme qu'on a choisie. Mais concrètement, le schéma de fonctionnement sera le même partout. Hop. Alors, donc le programme, on va déjà commencer par le contexte de la réforme. On va essayer de faire vraiment le plus synthétique possible. Le schéma de fonctionnement en réalité d'une facture, en fait, hein, c'est son cycle de vie. Les cas d'usage qui vont vous concerner parce que ce serait si simple si la théorie de base fonctionnait pour tout le monde. Et ensuite, donc, ce qu'il faut mettre en place pour vous concrètement, quel est le plan d'action là, à écrire et la démo de la plateforme. Alors, donc, le contexte de la réforme, c'est une réforme à la base européenne, hein. Plusieurs pays, à peu près tous, hein, dans l'Union européenne, ils sont déjà passés. On est les derniers avec l'Allemagne. L'Italie, vous le voyez, depuis 2019. Voilà, et globalement, une fois que les pays y passent, là, on s'en fait un peu tout un monde, surtout nous deux. Mais rapidement, c'est plus un sujet. Donc, vraiment, le but aussi de ce webinaire, c'est un peu de faire, de déstresser tout le monde. Ça va bien se passer. Donc voilà, le but, c'est une harmonisation de nos pratiques en termes de TVA. Il y a une communication de la DGFiP auprès des entreprises que vous pouvez retrouver assez facilement sur leur site, avec beaucoup d'arguments pour vous. Aujourd'hui, le coût de traitement d'une facture, papier ou par mail, est autour de 15 euros par facture. Grâce au passage à la facture électronique, on ne sera plus qu'à 1,50 €. Bon, concrètement, moi, je n'ai pas eu les détails de la méthode de calcul. On est voilà, les porte-parole, mais en soi, là-dessus, voilà, on va pas forcément tergiverser là-dessus. Le principal argument, la principale voilà, volonté de la réforme, c'est de lutter contre la fraude fiscale. On va pas se le cacher, et notamment en matière de TVA. On sait que des pays comme l'Italie, l'Espagne ont récupéré des milliards d'euros dans les caisses de l'État. Donc, on espère que ce sera pareil pour nous et aussi que ce sera bien employé, mais c'est un autre débat. Alors oui, il y a aussi quand même l'argument de renforcer notre compétitivité en tant qu'entreprise privée, parce qu'on diminue la charge administrative, parce que il y aura des délais de paiement qui seront réduits. Et effectivement, on va le voir, hein, si vous avez bien paramétré votre PA, vous n'aurez plus déjà juste ça pour vous à récupérer tous vos tickets partout à droite à gauche, vos factures sur tel espace, ma facture que j'ai reçue par mail, nana, pour nous les envoyer à nous, votre comptable, à chaque mois. Et ça, pour vous, ça va quand même être, c'est vrai, quand même un gain de temps et un confort qui, pour certains d'entre vous qui avez beaucoup de factures d'achat, va quand même être très appréciable. Juste ça. Et donc ensuite, qui est concerné? Là, je vais te laisser la balle, Benjamin. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de confusion par rapport à ça. Mais en fait, ce qui est important dans le qui est concerné, c'est que c'est l'ensemble des assujettis à la TVA établis en France. Et donc, dans la partie des assujettis, il y a ceux qui font des déclarations de TVA tous les mois, mais on va retrouver aussi des non-redevables et des redevables. Et dans les non-redevables, par exemple, tout ce qui est micro-entreprise, donc un auto-entrepreneur qui est auto-entrepreneur agent immobilier, par exemple, lui, il va être concerné par la réforme parce que, en fait, compte, il bénéficie d'un système d'exonération de franchise de TVA. Mais au départ, il est bien soumis à TVA. C'est juste que, compte tenu de son chiffre d'affaires qui est en dessous de certains seuils, il ne la paye pas, cette TVA. Et on a le même cas avec d'autres redevables, donc notamment tout ce qui est les professions qui sont exonérées par l'article 261 à 261E du CGI. En gros, ce sont les professionnels de santé, infirmiers, kinés, médecins, hein. Ça va être les assureurs. Un agent d'assurance, aujourd'hui, il ne paye pas la TVA, mais il bénéficie d'une exonération un peu comme les micros, hein, grâce à un article du Code général des impôts. Et donc, ce public-là va être concerné par la facturation électronique, mais que pour la partie réception de facturation électronique.
Donc, c'est ça qui est important. Il va y avoir des assujettis en France qui vont être concernés par la réception, par l'émission, et d'autres qui vont être concernés que par la réception. Et donc, au final, les seules personnes qui ne sont pas dans la réforme, ben, ça va être les particuliers qui sont vraiment pas dans la réforme, les associations à objet non commercial non soumises à TVA, et enfin, toute la partie internationale, transactions internationales. Ça, c'est hors réforme, ça sera traité par un autre moyen. Et donc, on a aussi les questions, notamment de nos clients qui sont en LMNP et qui disent, ben, moi, je suis un particulier, je n'ai pas d'entreprise parce que le LMNP est à son nom propre. Mais en réalité, il y a un SIRET, il y a un SIREN. Et donc, oui, oui, le LMNP aussi est soumis. Alors, en général, s'il n'y a pas l'option TVA, on est soumis qu'à l'obligation de réception des factures d'achat des septembre et ça s'arrêtera là. Mais voilà, à minima, vous avez un SIREN, vous êtes à minima concerné par cette obligation de réception. Ouais, et vous avez par exemple aussi tout ce qui est SCI qui va louer des locaux à usage d'habitation. Ben ça, souvent, vous êtes exonéré de TVA, effectivement, vous ne faites pas de déclaration de TVA, mais dans la SCI, eh ben, vous avez un numéro sirène et donc vous êtes exonéré de TVA par les articles 261 à 261E du CGI, hein, par un de ces articles. Mais donc, vous êtes quand même concerné par la réception des factures électroniques. Ça veut dire qu'à partir de 2026, vous devrez réceptionner vos factures sur votre plateforme agréée de réception choisie. Même pour les petites SCI qui ont une facture EDF, une Mhm. facture d'eau seulement par an. Bon, voilà. Mais donc, on a fait un petit tableau récapitulatif pour vous montrer vraiment que globalement, les coches vertes, elles sont à peu près partout. Et donc, ceux qui ne sont pas concernés, voilà, on a un peu de photovoltaïque. Mais globalement, toutes les SCI, à part voilà, pour l'émission, si vous n'êtes pas à l'option de TVA, sont en obligation, sauf, on le voit, vous voyez, les SCI à Ouais. néant ou dans lesquels vous mettez à disposition gratuite le bien de la SCI à un des associés. Ce qui peut arriver parfois dans le cas d'une société, enfin, d'une SCI qui loue à sa société. Euh, Petit point juste sur les particuliers, la photovoltaïque, on l'a mis parce que c'est l'administration fiscale là qui le précise, mais en général, la plupart des particuliers ont des puissances entre 3 et 9 kilowatts, hein, donc ça veut dire que normalement, ils ne seraient pas dans la réforme. Et pour ceux qui seraient au-delà, il n'y a pas d'inquiétude, tout sera géré normalement par EDF puisque vous êtes déjà en auto-facturation pour tout ça. Donc, c'est juste que vous figurez dans la documentation de la DGFiP sur la facturation électronique. Voilà. oui, voilà, vous serez juste concerné par la facture EDF. Voilà, donc la facture électronique, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on entend parfois, mais moi c'est bon, j'envoie déjà mes factures via mon logiciel de facturation par mail, en PDF. Voilà. Je pense que là aujourd'hui, on est en juillet 2026, tout le monde a bien compris que ça n'est plus ça, une facture électronique. Hein. Une facture électronique, ça va être finalement un échange de flux dématérialisé, un format qu'on dit structuré. Donc il y a plusieurs formats, mais ça, ne vous embêtez pas avec ça. La France a choisi ceux qui globalement seront les plus repris au niveau européen quand dans 10 ans on cherchera à harmoniser et à échanger entre pays, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc voilà, là-dessus, arrêtez-vous-en là. Et en fait, elles transitent, ce sont des flux qui vont transiter par des plateformes agréées. Benjamin vous en parlera tout à l'heure. Et donc demain, vous devez adapter vos systèmes informatiques pour pouvoir être en capacité de recevoir ces factures électroniques. Donc en septembre, là, ça va vraiment être que les grosses sociétés de plus de 250 salariés qui vont envoyer, qui vont être obligées elles de les envoyer de manière électronique dès septembre. Nous tous, les plus petites entreprises, ce sera septembre 2027 au plus tard. Donc là, en septembre, vous devez être en capacité de recevoir les factures des gros faiseurs, votre facture EDF, votre facture Orange. Mais finalement, il va y en avoir pas mal. Hein. Leroy Merlin, Boulanger, Métro. Voilà, je pense que finalement, on est concerné par plus que ce qu'on le pense. Et très rapidement, tout le monde va se mettre en conformité. Et dès janvier, février, mars, vous allez en recevoir de plus en plus. Nous, par exemple, dès que notre logiciel va être prêt, on va pas attendre septembre 2027. Ça, on va parler du planning juste après. Donc le but, voilà, ce sera d'envoyer et de recevoir, donc dans un premier temps, ces factures de professionnels français à professionnels français, donc ce qu'on appelle le e-invoicing, et également de déclarer les transactions, les paiements. Ça va être par exemple pour un restaurant qui va donc facturer des particuliers. Il n'a pas à émettre des factures à ce client particulier. Il restera sur le ticket de caisse aujourd'hui, mais il va devoir faire ce e-reporting de transactions tous les 10
10 jours à l'État, c'est-à-dire une ligne globale de combien j'ai fait de ventes et combien, quel est le montant total, voilà, avec la TVA. Ça, il va falloir s'assurer que votre logiciel de caisse le fasse automatiquement. Le but, c'est pas que vous, tous les 10 jours, vous alliez déclarer ce que vous avez fait. Voilà. Et on aura également voilà, le reporting de transactions et de paiement. Je sais pas si tu veux détailler un petit peu le distinguo entre Non, les ben, deux. le transaction, c'est déclarer vos transactions avec des particuliers ou avec l'international. Donc ça, on y revient juste après. Et la partie reporting de paiement, c'est quoi? C'est pour les entreprises de prestation de services, ça va être de déclarer les encaissements du mois à l'administration fiscale. Pourquoi on fait ça? Ben, parce que quand on est une entreprise de prestation de services, la TVA, elle est exigible à l'encaissement et non pas à la date de délivrance de la facture. Et donc, l'administration fiscale, elle a besoin pour calculer la TVA toute seule, ben, d'avoir à la fois la date de facture, mais aussi la date de paiement, qui vont permettre de calculer la TVA collectée mois par mois, qu'il faut rembourser à l'administration. Voilà pourquoi on fait ça. Et donc, c'est quand, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, septembre, tout le monde est concerné puisque ça, c'est l'obligation de réception. Et septembre 2027, là, c'est vraiment la date butoir. Septembre 2026, on démarre. Septembre 2027, c'est là où tout le monde doit être prêt et à recevoir et à émettre pour ceux qui sont soumis à cette obligation d'émission. Voilà. Donc là, on a quand même voilà, plus de 10 millions d'acteurs économiques qui rentrent dans le champ de la réforme. Au 1er septembre 2026, même une entreprise qui n'émet pas de facture doit être capable de recevoir celle de ses fournisseurs via une plateforme agréée. Et c'est là finalement qui est le gros enjeu pour nous, pour les entreprises, pour l'administration fiscale. En soi, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste qu'effectivement, le pays a décidé de passer tout le monde en même temps, ce qui n'est pas forcément le cas de nos voisins. Voilà. Mais on va s'en sortir. Donc en septembre, vous devrez avoir choisi une plateforme de réception capable de recevoir vos factures. Ça, nous, on vous en propose une, mais vous êtes tout à fait libre d'en choisir une autre, sur laquelle, quelle que soit la plateforme, vous devrez gérer le statut de vos factures. Vous devrez les accepter toutes, ou les refuser partiellement, les mettre en litige, indiquer que ça y est, vous les avez réglés, par quel mode de paiement. Voilà, en fait, l'État veut être au courant de tout le cycle de vie de la facture, de tout ce que vous faites, et votre fournisseur, lui aussi, devrait indiquer qu'il a bien reçu votre règlement. Ça, le but, c'est quand même de l'automatiser le plus possible. Typiquement, toutes les factures en prélèvement, comme EDF, on va pouvoir les paramétrer sur notre plateforme, et tout le fond, à peu près, les paramétrer en validation automatique. Donc, vous n'aurez pas besoin tous les mois d'aller valider vos factures Orange, EDF. Mais si de temps en temps, vous voulez en contester une, ça peut arriver, l'électricité, ça peut arriver, vous aurez toujours la possibilité, même si elle a été validée automatiquement, d'aller la refuser. On aura toujours un délai comme aujourd'hui, finalement. Voilà, ça ne change pas. Nos relations commerciales entre entreprises ne vont pas changer. Ça, là-dessus, il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Vous gérerez vos litiges comme vous le faites aujourd'hui. C'est-à-dire que vous envoyez un mail à votre fournisseur, donc vous n'êtes pas d'accord, vous en discutez, il y a un avoir, il n'y a pas d'avoir, il y a un complément. Mais ça, simplement, il faudra l'indiquer. Voilà, refusez, vous recevrez l'avoir, la nouvelle facture, et que là, vous accepterez. Ça va juste être cette gestion des statuts qui va y avoir en plus, mais qui ne modifiera pas votre manière de gérer vos relations commerciales. Voilà. Et d'ici septembre 2027, si vous êtes redevable de la TVA, vous devrez être en capacité d'émettre aussi des factures électroniques via votre logiciel de facturation ou de caisse. Donc là, l'enjeu d'ici un an, c'est de vérifier avec votre éditeur ou vos éditeurs. Parfois, on a un logiciel de facturation, un logiciel de caisse, un logiciel de paiement en ligne. Voilà, toutes vos solutions, qu'elles sont en conformité, qu'elles ont choisi, elles, leur plateforme d'émission, puisque là, pour le coup, vous êtes dépendant du choix de votre éditeur de logiciel de facturation, du choix qu'il va faire lui, à quel tuyau il va se brancher en fait, et simplement vous, ce sera après transparent s'il est conforme, et tous vont se mettre en conformité, sinon ils n'auront plus de clients. Vous enverrez votre facture comme avant, simplement au lieu de cliquer sur envoyer par mail, ça s'enverra de manière électronique. On pense qu'on va continuer à envoyer par mail d'ailleurs aussi, en tout cas dans un premier temps. Voilà. Donc, si par contre vous n'avez pas de logiciel de facturation aujourd'hui, alors que vous êtes à la TVA, mais que vous faites
des factures par Excel, Word, comme on le voit encore, vraiment, contactez-nous très rapidement ou en tout cas, voilà, faites en sorte d'être en conformité, de vous équiper dans les mois qui viennent. Ce serait bien de démarrer votre prochain exercice, si vous clôturez au 31/12, de démarrer au 1er janvier en étant conforme là-dessus. Voilà. D'ailleurs, il faudra aussi s'enquérir, si vous choisissez une autre plateforme que la nôtre, de l'interopérabilité avec notre logiciel de comptabilité. C'est-à-dire que si vous choisissez une plateforme qui ne communique pas forcément avec nous, vous serez obligé de continuer à nous envoyer les factures comme vous le faites aujourd'hui. Et donc là, c'est vrai qu'on perd un peu le principal avantage de la réforme pour vous, qui est de ne plus avoir à vous embarrasser avec la collecte de toutes les factures et des tickets pour les envoyer à Active Conseil. Donc voilà, mais on peut en discuter aussi. Voilà, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose peut-être Non, sur non, cette bah, bien retenir. slide-là. Bien retenir. Septembre 26, là, c'est l'urgence du moment, c'est avoir votre plateforme de réception. Et ensuite, de septembre 26 à septembre 27, ben, on pourra travailler ensemble pour regarder est-ce que vous êtes bien OK sur la capacité de votre outil à émettre en électronique et sur vos obligations. Est-ce que je suis dans le e-invoicing? Est-ce que je suis dans le e-reporting pour gérer au mieux tout ça et essayer d'avoir quelque chose qui soit fait de manière automatique. Voilà. Et donc, je pense qu'après, tu vas parler de la partie sanctions. Les sanctions, pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois que l'administration fiscale met en place un texte, ben, elle est obligée d'y mettre des sanctions pour pouvoir veiller à ce que ça soit applicable. Donc, je te laisse peut-être. Oui, sachant que celles-ci sont quand même assez dissuasives de vouloir se lancer dans le moi je veux pas y passer. On peut quand même arriver très vite à des montants de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans l'année. Donc 50 euros par facture déjà non émise. Déjà le calcul est vite fait quand on en émet à peu près 1000 par an. Et ensuite même ceux qui ne sont pas soumis à l'émission, à l'obligation d'émission, juste le fait de ne pas avoir de plateforme de réception, ça coûtera assez vite 1000 euros tous les 3 mois. Et ça, l'administration fiscale a déjà dit qu'elle serait peut-être un petit peu tolérante les tout premiers mois, le temps que tout le monde y passe, mais après, elle cherchera pas. Il y aura un courrier de mise en demeure. Et après, si dans les 3 mois, on s'est pas mis en conformité, il y aura plus de négociations possibles. L'amende partira. Voilà. Mais donc ça, on va pas épiloguer. Je pense que globalement, en tout cas, la plupart de nos clients ont juste envie de se mettre en conformité et passer à autre chose et continuer à gérer leur entreprise. Mais oui. Juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, compte, l'administration, elle n'est pas là pour sanctionner. En tout cas, elle n'est pas là pour sanctionner ceux qui sont de bonne foi. Donc, un peu comme souvent, hein, mais c'est pareil en matière de TVA. Des fois, quand il y a une erreur, quand il y a un décalage de quelques jours parce qu'il y a eu un problème, aujourd'hui, elle sanctionne plus automatiquement. Donc là, ben, ça sera pareil. Elle va pas sanctionner. Par contre, c'est vrai que la personne qui a décidé de dire, ben, moi, je suis contre cette réforme et je le ferai pas, quoi qu'il en coûte, ben, ces personnes-là, elles prennent un risque de sanction. Après, si demain vous passez en émission et que sur votre facture, il y a un problème parce que vous n'arrivez pas à la transmettre en électronique, mais à partir du moment où vous avez testé, ben déjà, au moins au début, vous ne serez pas sanctionné. L'important, c'est de trouver les solutions pour que rétablir bien et rentrer dans l'ordre rapidement. Voilà, donc l'administration fiscale, elle veut accompagner les entreprises. Elle accompagne déjà là, les grandes entreprises sur ces mois sur cette année 2026. Et donc, petit à petit, elle va décaler les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne, les PME, les TPE, pour essayer que tout le monde rentre dans cette réforme. Voilà. Il y a un dialogue. C'est vrai que le dialogue est pas fermé. Et c'est vrai qu'on avait reçu une des questions qui était la réforme facilitera-t-elle les contrôles fiscaux? Voilà, c'est vrai que c'est aussi le but de mieux cibler leurs interventions et justement de pas embêter les entreprises de bonne foi qui font tout correctement, mais avant c'était un petit peu aléatoire. Là, ce sera effectivement en théorie mieux ciblé. C'était déjà mieux ciblé ces dernières années puisqu'ils savent quand même de plus en plus de choses sur nous. Voilà, donc c'est quand même aussi un des buts. Et Ouais. donc, le rôle des plateformes agréées, on y vient. On va démarrer vraiment par la plateforme de réception. Et en fait, vous aurez probablement deux plateformes. Une vraiment pour recevoir vos factures d'achat et une qui sera liée à votre logiciel de facturation, de gestion, votre logiciel de caisse. Donc ça, je vais laisser Benjamin vous en Mm. parler un peu plus. Ouais, donc alors je vais juste commencer par l'émission parce que c'est plus tardif, mais donc c'est peut-être moins à retenir. Mais sur la partie émission, ce qui sera important donc c'est déjà de dire qu'il va falloir veiller au bon paramétrage de toute votre partie gestion d'aujourd'hui. Donc par exemple, si vous avez un logiciel de facturation aujourd'hui, ça va être veiller
à ce que votre fiche client soit bien paramétrée, c'est-à-dire que est-ce que j'ai un particulier et un professionnel, est-ce que mon particulier il est bien côté particulier pour bien le gérer et mon professionnel c'est bien marqué comme un professionnel. Il va falloir renseigner les sirènes de vos entreprises. Il faut que les adresses elles soient bien complètes. Ça veut dire que si, par exemple, aujourd'hui, vous avez le nom d'une entreprise avec marqué 66 000 Perpignan, ça suffit pas. Il faut l'adresse complète. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est du langage informatique, s'il y a une donnée dans la facture qui figure pas, votre outil ne pourra pas émettre la facture. Et donc, tout ce travail-là, il est à faire là, maintenant, dès maintenant, jusqu'à septembre 27 au plus tard, sachant qu'il ne faut pas se précipiter non plus. Il y a des outils de gestion qui ont déjà communiqué par rapport à certaines choses et qui vont vous dire, par exemple, moi, je serai prêt et votre fiche client facturation électronique sera prête, par exemple, à partir de novembre ou à partir de janvier ou février 2027. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez commencer déjà un travail préparatoire de contrôler tout ça, mais vous ne pourrez émettre en électronique qu'à partir de la date à laquelle votre outil sera conforme sur la totalité de sa plateforme. Donc ça, c'est pour la partie émission. Sur la partie réception, c'est complètement différent. C'est comment vous allez recevoir vos factures à partir de septembre 26. Donc aujourd'hui, vous avez une adresse postale, vous avez une adresse mail, et donc quand vous avez un fournisseur, vous donnez soit votre adresse postale, soit votre adresse mail. Là, demain, ça sera pareil. À vos fournisseurs, il faudra faire passer les différentes vos adresses électroniques pour qu'ils puissent vous envoyer automatiquement vos factures. Et donc, votre plateforme de réception, elle va faire quoi? Elle va centraliser toutes vos factures. Sur cette plateforme, vous allez gérer vos statuts. Est-ce que j'accepte ma facture, je la refuse, je la paye en une fois, deux fois, trois fois, ou je la paye en une seule fois. C'est tout ça qu'on va faire sur cette plateforme. Le dernier point qui est important, c'est que les plateformes agréées, elles ont cette obligation d'archiver légalement aussi vos factures. Donc, ça veut dire que vos factures, elles seront sur la plateforme agréée de réception et elles y sont archivées pour au moins 10 ans. En fonction des plateformes, ça peut un peu différer, mais normalement, c'est au moins 10 ans. Et donc, il y a quand même un petit point qui est important, et c'est pour ça qu'on s'est penché sur le sujet, nous, depuis pas mal de mois, c'est la notion d'hébergement de données. Aujourd'hui, toutes vos données, elles vont être sur des plateformes, et c'est intéressant quand même de savoir si elles sont hébergées en France, si elles sont hébergées en Europe ou si elles sont hébergées autre part. Donc, par exemple, nous, la plateforme Septéo, un point qui était important pour nous, c'est que les données elles sont hébergées en France, mais en plus sur leur propre data center qui est à Montpellier. Donc voilà déjà un point pourquoi on a choisi cette plateforme. C'était un point important pour le cabinet de travailler avec une entreprise de proximité et qui en plus est une entreprise de taille conséquente. Voilà. Et donc, 2026, capacité de réception, je dois avoir mon adresse électronique, être inscrit sur l'annuaire et avoir ma plateforme de réception. À partir de septembre, je vais recevoir mes factures de gros faiseurs, donc de type Vinci, Orange, SFR, Bouygues, tout ça. Mais par exemple, dans la restauration, je vais avoir du métro, je vais avoir peut-être des grandes centrales où j'achète ma nourriture, mes boissons. Et donc, je vais avoir très vite, peut-être non pas quatre cinq factures, mais déjà 10, 15, 20 factures. Dans le bâtiment, c'est pareil. Quand on travaille avec des entreprises comme Chausson, Brico Dépôt, même du Leroy Merlin, des Castorama, tout ça, ça, c'est déjà des grandes entreprises. Donc, déjà, on va recevoir beaucoup de factures comme cela. Et puis ensuite, on a les fournisseurs locaux, les plus petits fournisseurs qu'on va commencer à recevoir. Et ça va monter en puissance. C'est-à-dire qu'en septembre, je vais peut-être recevoir que 20% de mes factures sur ma plateforme. À partir de novembre, je vais en recevoir 30. Et à partir de janvier, février, je vais peut-être monter à 50, 60, 70% pour être au plus tard en septembre 27, recevoir 100% de mes factures en électronique, sauf celles qui viennent de l'international. On est d'accord que pour celles qui viennent de l'international, on restera sur de l'envoi soit par courrier, soit par email, comme ça se passait jusqu'ici. Et vous pourrez aller du coup télécharger la facture sur votre plateforme aussi pour l'y déposer et après la saisir en comptabilité. Voilà. Et donc, 2027, c'est quoi? C'est l'émission. Et donc là, on va veiller à ce que votre outil de caisse et ou de facturation soit conforme et puisse vous permettre d'automatiser l'ensemble de vos fichiers. Pardon.
Juste un petit point par rapport à cette réforme. Avec la réforme de la facturation électronique, certaines mentions deviennent obligatoires. Donc, on recommandait d'avoir ces mentions jusqu'ici sur les factures, mais il y a maintenant des mentions qui deviennent en plus obligatoires, et notamment celle du numéro sirène. Pourquoi le numéro sirène? Ben, parce que ça sera souvent ça va permettre de connaître l'adresse de facturation électronique du client. Donc ça, c'est une donnée qui va devoir apparaître sur votre facture. On a d'autres points qui arrivent aussi, c'est les adresses de livraison quand elles sont différentes de l'adresse du client, ou encore la catégorisation de ce qui est vente de biens ou vente de services. Pourquoi cette catégorisation? Ben, si on fait de la vente de biens, la TVA elle est exigible à la date de la facture. Et si on fait de la prestation de service, la TVA elle devient exigible à la date d'encaissement de la facture. Et donc les impôts, ils ont besoin de savoir si on fait de la livraison de biens ou de la prestation de service dans nos factures. Dernier point, ça vous concerne souvent moins, mais c'est si par exemple on a décidé d'opter sur la TVA d'après les débits, c'est-à-dire que je suis une entreprise de prestation de services de type EDF, par exemple, si vous regardez au pied de leur facture, ils ont opté pour les débits. C'est une entreprise de prestation de services, mais qui a décidé de payer sa TVA à la date d'émission de la facture. Et donc là, on doit opter pour les débits, et donc cette option doit apparaître sur vos factures. J'en profite là, comme tu parles du sirène, justement pour vous trouver. Vous avez dû recevoir des mails d'EDF justement, mais aussi d'autres gros fournisseurs qui vous demandent parfois votre maille d'adressage. Est-ce que c'est une maille sirène, une maille sirène suffixe? Ça, c'est parce qu'en fait, la plupart d'entre vous, il va falloir vous poser la question, mais en général, à 95%, la réponse, ce sera, j'ai juste besoin que mon adresse de facture électronique pour me trouver, ce soit mon sirène. EDF, quand il va envoyer en septembre ses premières factures à ses clients professionnels, son logiciel de facturation, il va émettre la facture au format électronique, elle va partir par son tuyau de sa plateforme et ça va se connecter, on va vous le montrer, hein, à l'annuaire public de facturation. Et l'annuaire, il va chercher d'abord votre sirène. Il va vous trouver, hop, et avec votre sirène, comment vous aurez inscrit ou vous vous serez inscrit, on aura inscrit la plateforme, donc votre adresse en fait, il va trouver à quelle boîte aux lettres, la plateforme sera votre boîte aux lettres finalement, votre plateforme de réception, où est-ce que doit partir la facture. Voilà. Donc, mais dans certains cas, vous aurez besoin de plusieurs adresses, en fait, parce que sur le même sirène, vous avez plusieurs établissements. Sur le même sirène, vous avez votre entreprise individuelle et votre LMNP. Et donc, vous avez deux bilans, enfin, vous tenez deux comptabilités. Analytiquement, c'est pas intéressant de recevoir toutes les factures au même endroit. Là, vous allez vous créer une adresse sirène Marion et sirène LMNP. Et donc là, vous devrez le communiquer à vos fournisseurs. Attention, pour cette facture de travaux, c'est cette adresse qu'il faut que tu utilises. Mais par contre, si vous, dans 95% des cas, vous aurez juste votre sirène, une sirène, une activité, c'est tout simple. Là, vous aurez même rien à dire, puisque en général, de fait, d'abord, on va interroger l'annuaire et on va voir qu'il y a juste une adresse. Hop, ça partira. Voilà. Mais c'est là où c'est important aussi de bien renseigner tout de suite les sirènes de tous vos clients. Mais peut-être que certains dans l'année vont vous dire, attention, si vous avez déjà des clients qui vous disent pour tel rayon, c'est telle adresse et en fait et tel service, c'est telle adresse de facturation. Voilà, ça sera le même principe. Du coup, sur la deuxième partie, le schéma donc de la facture électronique. Donc, on a le schéma du invoicing. Donc, invoicing, pardon. Je rappelle, je suis une entreprise soumise à TVA et je vends à une autre entreprise soumise à TVA. Je fais de la vente B2B. Donc, je vais rentrer dans ce cycle de vie de ma facture. Et donc, là, vous voyez, vous avez le fournisseur qui va émettre sa facture via sa plateforme d'émission, via son outil de gestion qui va se connecter à la plateforme d'émission, qui va l'envoyer à l'acheteur. Et vous voyez, entre tout ça, on a quoi? On peut avoir des cas de rejet. On va avoir un cas de rejet, par exemple, je me mets côté EDF maintenant, EDF Pro. Quand ils vont émettre en septembre 26, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ils vont prendre les différentes sirènes de leurs clients. Et puis peut-être que sur certaines sirènes, il y aura une absence de plateforme de réception. Et donc, le client X qui n'a pas de plateforme de réception, la facture d'EDF, elle va être rejetée par la plateforme d'émission puisqu'elle n'arrivera pas à se connecter à l'annuaire et à trouver une adresse à qui envoyer. C'est exactement la même chose, c'est ce qu'on disait avant, hein. Si aujourd'hui, vous mettez la mauvaise adresse mail pour envoyer une facture, vous avez un retour
erreur 401 de votre prestataire mail. Si vous avez une mauvaise adresse postale, ben, vous récupérez le courrier avec problème d'adresse. Donc, ça sera exactement pareil. Donc là, on peut avoir un cas de rejet dès ici. Ensuite, on peut estimer que tout va bien. Donc, ma facture, elle va être déposée. Quand elle est déposée, ben, mon acheteur, il va la recevoir. Donc, vous allez la recevoir sur votre plateforme agréée, hein. Vous allez la recevoir. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez dit que votre fournisseur EDF, vous voulez qu'elle soit acceptée automatiquement. Soit vous avez décidé que c'est vous qui le pilotiez. Et donc, si c'est vous qui le pilotez, ça veut dire qu'il faudra aller mettre le statut ben, que ma facture, elle est acceptée d'EDF. Juste par rapport à ça, de toute façon, que vous l'acceptiez ou que vous la refusez, comme le prélèvement d'EDF, il est en général quelques jours après, le prélèvement, il ne sera pas remis en cause. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez oublié d'aller accepter votre facture, EDF va quand même prélever la somme. Il faut vraiment décorréler la partie gestion de la facturation électronique du paiement. Donc ça, c'est important. Donc, vous allez aller l'accepter. Vous avez le droit de partir en vacances. Vous avez le droit de partir en vacances. Vous pouvez aussi, ben, si demain vous n'êtes pas d'accord avec une facture, hein, la refuser. Et donc, quand vous allez la refuser, ce qui est important, attention, c'est de mettre un motif. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, quoi qu'il arrive, je refuse toutes mes factures et je vais aller les accepter à chaque fois que je vais les payer. Non, il va falloir dire, je la refuse. Pourquoi? Ben, parce que j'ai un problème de quantité, parce que j'ai pas reçu la marchandise, parce que je ne suis pas d'accord avec le prix, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une remise. Enfin, il y a plein de cas de motifs de refus, mais il faudra motiver ce refus. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La dernière étape, ben, c'est une fois qu'on va payer ou que mon fournisseur EDF a payé, va bien falloir valider que la facture elle a été réglée. Et côté fournisseur, donc côté EDF, ben, eux, ils vont valider que le paiement il a bien été reçu. Et donc, une fois que tout ça est géré, eh ben, la DGFiP, elle a bien les données à la fois de la facture initiale et ensuite, elle a bien les données du paiement. Et donc, elle peut déclencher la TVA à la fois collectée côté EDF et la partie TVA déductible côté entreprise. Voilà comment ça fonctionne le cycle de vie d'une facture en e-invoicing. Juste un petit point, elle peut être aussi refusée par la plateforme de l'acheteur. Pourquoi elle peut être refusée? C'est qu'il peut arriver dans certains cas que vous ne soyez pas le destinataire aussi de la facture. Comme par exemple, si moi demain je vous envoie une facture, si je me trompe et que votre numéro sirène, je mets un 5 à la fin et c'était un 3, ben, je me suis trompé, mais la facture elle va peut-être partir sur une plateforme et ça ne sera pas la bonne. Et donc ma plateforme, elle est là pour contrôler des choses comme ça. Voilà un peu tous les cas qu'on peut retrouver sur la gestion d'une facture fournisseur en invoicing. Et donc, juste à partir de septembre 2026, vous allez recevoir ben, toujours vos factures par courrier papier. Vous allez toujours recevoir des factures par email, puisque du coup, vous allez encore travailler avec des PME, des TPE qui ne sont pas passés en facturation électronique. Vous allez aussi encore aller sur certains sites, peut-être, pour télécharger des factures, hein. Vous avez peut-être des prestataires qui bossent avec vous, des prestataires informatiques, des prestataires avocats, qui vont déposer sur des coffres-forts les factures. Ben, ceux-là, tant qu'ils ne sont pas passés en facture électronique, vous allez continuer à aller les chercher sur leur site. Mais par contre, tout ce qui est prestataire, grande entreprise et ETI, ben là, vous allez les avoir automatiquement sur votre plateforme agréée. Et donc, EDF, Orange, Vinci, toutes ces factures-là où on allait chercher tous les mois avec des identifiants, des mots de passe sur leur coffre-fort les factures, ben là, ces factures, elles arriveront en automatique. Et à partir donc, et au plus tard, j'ai envie de dire au 1er septembre 2027, hein, vous allez recevoir 100% de vos factures sur les plateformes électroniques. Les seules factures que vous ne recevrez pas encore en électronique, c'est les fournisseurs étrangers de type fournisseur espagnol, chinois, américain, tout ça. Petit point sur le fournisseur Amazon. Sur le fournisseur Amazon, par exemple, ben, Amazon est une marketplace. Donc, ça veut dire que, comme toutes les marketplaces, vous pouvez travailler soit avec des prestataires français, et dans ce cas-là, ben, les factures, elles iront directement sur votre plateforme agréée, mais par Amazon, par l'intermédiaire d'Amazon, vous pouvez travailler avec des prestataires chinois, espagnols, italiens, américains, belges, tout ça. Et donc, ces factures-là, ben, Amazon ne va pas vous les faire transiter plus facilement que ce qu'il arrive aujourd'hui. Et donc, ces factures-là, ben, il va falloir continuer à aller sur Amazon et aller récupérer vos factures manuellement, faire des demandes de factures pour récupérer ces factures des différents prestataires qui sont étrangers. Voilà. Et-
tu voulais? Non, Ok. non, c'est bon, rien de plus. Euh, on vous a mis, et après on pourra vous en parler plus en détail, mais c'est que l'administration fiscale, et l'AFNOR, qui travaille sur toute la partie normalisation un peu de la facturation électronique, travaille sur des cas d'usage. Les cas d'usage, c'est quoi? C'est, tout à l'heure, on vous dit, j'ai un fournisseur, un client, et ma facture, elle va passer d'un fournisseur à un client. Et la DGFiP, elle va avoir l'info. Eh ben, le cas d'usage, c'est quoi? C'est quand il y a un élément qui n'est pas exactement celui-là. Par exemple, si je fais de la facturage parce que je revends ma facture à une banque, eh ben là, j'ai un prestataire, un client et un tiers. C'est la banque. Et donc, le cas d'usage, il va dire quoi? Il va dire, notamment à votre éditeur informatique, comment traiter informatiquement ce cas-là. Si par exemple j'ai des collaborateurs, le collaborateur il va avoir des frais, il va peut-être partir en séminaire quelque part, il va prendre un hôtel, il va prendre un avion. Eh ben comment je vais dire à mon collaborateur qu'il fonctionne, puisque jusqu'ici il prenait des tickets, il prenait des factures à son nom. Eh ben peut-être que demain il va falloir qu'il donne le sirène de l'entreprise pour faciliter la facturation électronique. Les cas d'usage, c'est un peu ça. Donc, dans les cas d'usage, vous avez aussi les bons cadeaux. Vous allez avoir La la TVA sous-traitance. sur marge, la sous-traitance, la co-traitance dans le bâtiment. Vous allez en avez un qui est important, c'est tout ce qui est facture d'acompte et facture de solde. En facturation électronique, mais c'est déjà le cas, j'ai envie de dire maintenant, hein, mais ça sera encore plus suivi. C'est que si vous encaissez un acompte de 3 000 en juin et que vous encaissez 3 000 en juillet, ben, vous n'avez pas le droit de faire une facture de 6 000 au mois de juillet. Vous devez faire une facture d'acompte de 3 000 sur le mois de juin et une facture de 3 000 de solde au mois de juillet. Et donc, tous ces cas d'usage, hein, c'est une documentation de 150, 160 pages hein, aujourd'hui, va indiquer comment il faut fonctionner. Et c'est sur ça qu'on travaille, nous, pour regarder pour vos entreprises un petit peu comment il va falloir vous organiser. Il y en a 44 cas d'usage aujourd'hui. L'AFNOR avait prévu d'en publier une documentation début juin, mais pour le moment, elle n'est pas sortie. Mais il reste encore tout le secteur de l'énergie, le secteur de l'immobilier et des médias qui ne sont pas traités. Et donc, on va très vraisemblablement monter à 50, une cinquantaine de cas d'usage supplémentaires. Voilà, donc là, tout à l'heure, je vous parlais des factures d'acompte. La norme AFNOR, elle ressemble au schéma que vous voyez sur la gauche, hein. Ça indique exactement que doit faire un acheteur, que doit faire un vendeur via sa plateforme agréée. Et donc, l'acheteur, quand il va verser un acompte au vendeur, le vendeur doit émettre une facture d'acompte qui sera marquée comme payée donc, par l'acheteur. Et ensuite, une fois que le chantier il est fini, le vendeur devra faire une facture de solde que l'acheteur va payer. Et une fois que le vendeur a encaissé la somme d'argent, il devra marquer qu'elle est encaissée. Et donc, ça déclenchera sur chaque étape, ça va déclencher à chaque fois la TVA collectée pour le vendeur et la TVA déductible côté acheteur. On a aussi dans les cas d'usage, le cas d'usage numéro 28, c'est la partie des notes de restaurant. Donc, on a eu souvent des questions sur les notes de restaurant. En gros, pour le restaurateur, si à 13h30 tout à l'heure là à table, il a un particulier qui vient payer, il lui remettra toujours un ticket de caisse et il va déclarer lui à la fin de sa journée son fichier de e-reporting. Ça, c'est le cas facile du B2C. Maintenant, si tout à l'heure vous allez au restaurant et que vous y allez pour le compte de votre entreprise, eh ben demain le restaurateur vous allez lui demander sûrement une facture. Vous allez lui demander une facture. En tout cas, si vous avez un repas qui est supérieur à 150 euros, vous avez l'obligation de récupérer une facture pour pouvoir déduire votre TVA à partir de la mise en place de la réforme. Donc ça, c'est quand même important. Et donc le restaurateur devrait être en capacité de vous émettre une facture électronique. Et donc on rentrera dans le cycle de vie qu'on a vu quelques slides avant, où il faudra suivre son schéma de facture. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'administration, avec les différents syndicats, essaye de trouver une solution pour que ça soit le plus automatique possible. Et donc, aujourd'hui, on se dirige vers un ticket de caisse qui sortira avec en pied de ticket de caisse ou en haut du ticket de caisse, hein, peu importe où il va se trouver, mais un QR code
que vous allez pouvoir flasher. Ben, si vous êtes une entreprise, vous pourrez flasher et indiquer les coordonnées de l'entreprise pour que le ticket soit transformé en facture. Et donc, ça permettra aussi aux restaurateurs, pendant le coup de feu de 13h30 ou pendant le coup de feu de 22h, de ne pas avoir à vous gérer. Est-ce que vous êtes une entreprise ou est-ce que vous êtes un particulier? C'est vous qui allez transformer votre ticket en facture. Un peu Voilà. comme aujourd'hui, on le fait déjà sur Transavia, par exemple. Une fois que vous avez pris, que le vol a été effectué, vous pouvez retourner sur le site et c'est vous-même finalement qui émettez votre facture. C'est ce qu'on va voir le plus. Les bornes de péage, Ouais, c'est ça. carburant, à terme, vont aussi toutes se mettre à cette norme-là de ce qu'on voit chez les voisins et de ce vers quoi on se dirige pour le moment. De plus en plus, de plus en plus d'endroits où vous allez, ils commencent à se mettre en conformité. Par exemple, si vous allez à Leroy Merlin aujourd'hui, ils ont des caisses où vous pouvez déjà saisir votre sirène. Mais par exemple, j'ai envie de vous conseiller, c'est de prendre carrément la carte Leroy Merlin au nom de votre entreprise. Même si vous faites qu'un achat par an, c'est pas très grave, mais vous allez passer la carte et automatiquement la facture elle partira. Donc, vous allez gagner du temps. Si vous allez à Boulanger, c'est pareil. Aujourd'hui, si vous avez une entreprise, ils vous proposent d'envoyer les factures par mail. Et ben déjà, si vous êtes prêt à ça, vous aurez fait une grande partie du travail pour la mise en place de la réforme. On parlait des péages. Le péage, c'est pareil. Si vous prenez quelquefois quand même le péage, ben ça sera plus simple d'avoir un badge et du coup que Vinci vous envoie une facture récapitulative en fin de mois avec la totalité de vos tickets, plutôt que de prendre péage par péage les tickets pour les scanner, pour les faire passer en TVA dans votre comptabilité. C'est pareil pour si vous faites des courses, par exemple, si vous allez souvent à Leclerc, à côté de chez vous, à Carrefour, à côté de chez vous, ben aujourd'hui ils ont des comptes. Ben créer un compte, ça prend un peu de temps au démarrage, mais une fois que vous aurez le compte, ben ça vous automatisera tout ce process de facturation électronique. Il faudra aussi que vos collaborateurs aient en tête ou noter quelque part sur leur téléphone le sirène Mm. pour que quand eux aussi font des frais, même avec leur carte personnelle, vous puissiez recevoir la facture directement, même si sur la plateforme de réception, il y aura indiqué que le paiement a été réalisé par un tiers, au moins vous recevrez la facture directement sur la plateforme. Ouais. Voilà. Voilà. Et dernier point donc sur cette réforme, on a parlé du invoicing et maintenant donc le e-reporting. Donc ça c'est pour la partie 2027 hein, dans ce qui vous concerne. Et donc, dans le e-reporting, ben, on va traiter les particuliers, on va traiter l'international et on va traiter les paiements. Donc, les particuliers, c'est quoi? L'administration fiscale, elle va vouloir le récapitulatif à la journée des transactions qui se sont faites. Donc, c'est un peu comme un ticket Z aujourd'hui dans un restaurant, dans un bar, dans un hôtel. Hein. Elle veut le récapitulatif, ça veut dire qu'elle veut pas le nom de chaque particulier, elle veut le total à la journée des ventes hors taxes TVA et TTC par taux de TVA. Donc ça, c'est pour la partie B2C particulier. Pour la partie internationale, par contre, là, elle va vouloir toutes les données des factures, toutes les données d'informations sur les factures. Donc, si par exemple, vous vendez en Espagne, aujourd'hui, vous devez demander le numéro de TVA intracommunautaire de votre acheteur. Et donc, ben, il faudra mettre sur ce fichier-là à la fois votre numéro de TVA intracommunautaire à vous, mais aussi le numéro de TVA intracommunautaire de l'acheteur, plus le montant hors taxe de vos factures, TVA et, enfin, TVA et TTC, mais auto-liquidé en fait. Donc, c'est tout ça qui sera demandé. Là, ça sera facture par facture pour la partie internationale. On a la partie achat international. À chaque fois que vous allez acheter en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, là c'est pareil, il faudra toutes les données de vos factures, facture par facture. Donc si vous avez un volume conséquent de factures, eh ben, ça sera des données conséquentes qu'il va falloir remplir pour le compte de l'administration fiscale. Dernier fichier qu'il va falloir faire, ça c'est pour les entreprises de prestation de services, c'est la partie e-reporting de paiement. Et le e-reporting de paiement, c'est quoi? Ben, c'est un peu ce que vous avez sur des outils de gestion aujourd'hui, c'est de dire ben, aujourd'hui j'ai encaissé 5 000 euros de telle facture, j'ai encaissé 3 000 pour une autre facture et demain je vais encaisser 7 000, 6 000 et de le mettre client par client avec le détail des sommes encaissées. Et donc là, vous voyez, vous avez 4 points, 4 fichiers. C'est donc 4 flux différents. Et donc, ça sera 4 fichiers de e-reporting différents à générer. Sachant que s'il y en a un qui est à 0 sur un mois, vous n'avez pas d'obligation de le transférer. Si par exemple, j'achète pas un intracom
sur le mois de juin 2027, ben, j'aurai pas d'obligation de faire du e-reporting pour les achats intracom. Par contre, si j'ai vendu en Espagne une seule fois, ben, je devrais faire le fichier pour une seule vente. Alors, le but, c'est que ça se fasse le plus automatiquement possible. Voilà. Et c'est là où il va falloir bien se poser les bonnes questions sur les solutions avec lesquelles vous vous êtes outillé. Ouais. Bon, là, on était rentré en détail pour vous parler. Voilà, on vous dit tous les 10 jours, il y a des choses, c'est pas forcément tous les 10 jours, c'est tous les 2 mois. Bon, on va pas du tout rentrer dans le détail là, mais au moins vous aurez le support aussi qu'on vous enverra si vous voulez vous y reporter. Mais voilà. Juste pour vous montrer qu'on essaie de vous simplifier au maximum la réforme, mais que voilà, on n'est pas spécialement aidé par l'administration. Ben là, Donc ouais. c'est le récap un peu de la partie reporting, hein, mais c'est pareil pour le invoicing. C'est que plus votre outil de caisse ou votre outil de facturation sera connecté sur la réforme, plus ça va vous faciliter la vie et plus ça va envoyer les données, on va dire, automatiquement à l'administration fiscale. Donc, c'est vraiment ce qu'on recommande aujourd'hui. Le e-reporting pour quelqu'un qui fait de la TVA mensuelle, potentiellement, c'est 10 fichiers tous les mois. Et donc 10 fichiers tous les mois, si vous devez le gérer facture par facture, transaction par transaction, ça me paraît être hyper compliqué. Et donc si vous avez un outil qui va vous récapituler, ça veut dire que quand vous allez encaisser un particulier, ça va le stocker sur la base de données. Quand vous allez faire une vente en Espagne, ça va le stocker sur la base de données. Et à la fin du mois, ça va vous faire le fichier récapitulatif. Ben, ça sera beaucoup plus facile que si vous avez un outil qui ne le fait pas et si vous devez le gérer sur un tableur Excel, si vous devez le gérer manuellement. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande ça. Et c'est pour ça qu'on a toute la fin d'année jusqu'à septembre 27 pour essayer de trouver les meilleurs équipements possibles pour être OK sur la réforme du e-reporting. Et c'est pour ça que là, si vous allez contacter dans les mois qui viennent vos éditeurs de solutions que vous avez déjà en place, hein, leur demander seulement s'ils vont être conformes, ça suffit pas, parce que là, ils vont être conformes. Mais c'est vraiment voilà les challenger sur l'automatisation du e-reporting, voilà pour que vous ayez le moins de choses à faire, que ce soit le plus transparent pour vous finalement cette réforme, que vous continuiez à facturer comme avant. Voilà, c'est vraiment le but, le but. Ouais, ça, je pense qu'on va passer vite parce que il est déjà, je vois, 11h24. Globalement, voilà, nous, ce qu'on a fait pour nos clients et ce qu'on vous recommande de faire, en tout cas, si vous voulez pas le faire avec nous, mais c'est vraiment de vous poser sur l'intégralité de vos flux. Ce qu'on a fait, nous, chez nos clients, c'est vraiment un audit exhaustif de tout et on continue à en faire, hein, parce que, évidemment, vu la masse, on n'a pas terminé, de voir tous les cas d'usage, du coup, qui vont vous concerner. Parce qu'on est tous concernés par des cas d'usage, certains plus que d'autres. Et donc, comment vous allez devoir les gérer, que ce soit en réception ou en émission. Et ensuite, du coup, d'étudier avec vous aussi si vos solutions, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut, tout ira bien, ou si est-ce qu'il faut vous équiper, faire des mises à jour. Parfois, on a le bon logiciel, mais la version 18, et en fait, c'est la version 22 qui sera conforme. Voilà, c'est tout ce genre de choses qu'il faut regarder. Et aussi, auditer sa base client, sa base client. La base fournisseur aussi, hein, on vous l'a dit, hein, vous créez le plus de comptes pro partout où vous le pouvez, partout où vous payez par carte bleue. Voilà, donc ça, globalement, je pense qu'on a assez communiqué là-dessus. On va peut-être commencer par répondre aux questions déjà qu'on avait reçues et ensuite, pour ceux qui veulent rester, vous montrer concrètement à quoi ressemblera la plateforme, celle qu'on aura choisie. Si ça te va. Vas-y. Je regarde un peu, on avait eu des questions auxquelles on a répondu un peu au fur et à mesure, mais là, on avait une question par mail qui était, j'ai trois EHPAD, donc trois établissements mutualisés. Est-ce qu'on peut avoir une seule plateforme avec les trois inscrits? Oui, vous pouvez avoir même 12 sociétés sur la même plateforme. On vous le montrera. Vous aurez une liste déroulante où en fait, vous choisirez sur quelle société vous voulez vous mettre. Et il y a, en tout cas avec la nôtre, un système d'utilisateurs illimité et vous pouvez
pouvez avoir tel collaborateur qui ont accès à telle société et tel collaborateur qui ont accès à tout, d'autres qu'à une ou deux. Voilà, selon votre organisation, ça, il y a pas de souci avec ça. Oui. Juste, je voulais préciser, ce qu'il faut bien regarder, c'est combien j'ai de numéros sirènes. Donc, si j'ai trois EHPAD sur trois sociétés différentes, ben, je dois avoir trois adresses électroniques différentes, et les sociétés, elles sont bien distinctes. Si j'ai mes trois EHPAD sur ma même société, et ben, là, j'ai le choix. Soit j'ai un seul numéro sirène qui va gérer les trois, soit j'ai déjà une comptabilité analytique qui est faite et je veux distinguer les factures de mon EHPAD 1 avec mon EHPAD 3. Et donc, je vais mettre une adresse de facturation électronique différente qu'on appelle sirène suffixe et je vais avoir le sirène-EHPAD 1 pour les factures de mon EHPAD 1, le sirène-EHPAD 2 pour l'EHPAD 2 et 3 pour l'EHPAD 3. Et donc, je devrais dire à chaque fournisseur, à chaque fois, ben là, quand tu m'envoies ma facture pour l'EHPAD 1, je veux que tu l'envoies à telle adresse électronique. Donc ça, c'est quand même important dans l'organisation de l'entreprise et c'est pour ça qu'il faut se poser pour regarder comment sont gérés les flux parce que il y a toute cette partie organisation qui est importante. Et la deuxième question, pour ce même cas de figure, c'était quand les factures sont validées, quand on les aura acceptées dans Septéo, elles sont transposées dans notre logiciel de compta qui reste le même. Je suppose, la lecture sera-t-elle la même? Oui, si vous êtes en tenue chez nous, ça sera transféré dans notre logiciel de comptabilité où nous on va faire le travail qu'on fait d'habitude, comme quand vous nous les envoyez. Et oui, vous aurez toujours la même lecture en fait. Là, on va vous montrer, hein, mais ça restera lisible à l'œil nu, à l'œil humain. Voilà, là je prends encore d'autres questions. Est-ce qu'une SCI alliée en franchise de TVA est concernée par la facture électronique? Ça, on a Ouais, répondu. en fait, compte, elle n'est pas en franchise de TVA, elle est exonérée sur les articles 261 du Code général des impôts, mais donc en réception, elle doit bien réceptionner des factures électroniques, oui. En fait, c'est un abus de langage, mais nous-mêmes, hein, on dit vous n'êtes pas assujetti. C'est tout le monde hein, qui emploie ces termes-là, mais en réalité, vous avez un sirène, vous êtes assujetti. Après, dans les faits, on dit que vous êtes en franchise de TVA, mais donc vous êtes concerné par la réception. Les commerces tels que Institut de beauté sont concernés par la réforme réception et envoi. Oui, si vous êtes à Oui, la oui. TVA, BIC, complètement. Super ce tableau, merci Gauthier. Je pense que c'était le tableau du début qui est concerné. Une petite SCI, trois biens immo destinée à être dissoute en 2027. Est-elle concernée? Je ne vois pas quelles factures sont à recevoir. Celle de l'Actif Conseil, en partie, oui, mais en général, pas que, Vous êtes effectivement. concerné par par la réforme septembre 26. Après, comme on disait tout à l'heure, les sanctions, elles tomberont certainement à partir de 2027. J'ai envie de dire, dans ce cas-là, si elle est dissoute début 2027, il faudrait presque contacter l'administration fiscale pour voir si elle accepte que vous soyez pas dans la réforme. Mais sinon, si elle accepte pas, vous risquez des sanctions par rapport à ça. Sachant qu'une petite SCI, nous, on vous a mis après là les tarifs aussi. Ça serait 10 euros par mois, donc ça va vous coûter 30 euros. La mise en conformité, 40 euros, septembre jusqu'à décembre. Voilà, par rapport aux sanctions annoncées, bon, peut-être aussi. Après, c'est un arbitrage que vous êtes libre de faire, voilà, sur lequel on pourra vous aider à trancher éventuellement, mais en tout cas, nos recommandations. Hop, on avait une question. Ah oui, mais du coup, il est parti sur lui, il faudra que je le rappelle. Mais ça peut vous intéresser. C'est quelqu'un qui part en retraite fin 2026, mais qui gardera sans doute sa structure pour faire un petit peu de chiffre d'affaires, 30-40 000 euros maximum. Est-ce que je reste concerné? Évidemment. Dès le premier euro de chiffre d'affaires, en réalité, on est concerné. Voilà. On avait une question, puis changer de plateforme. Ça, complètement. C'est dans le cahier des charges de toutes les plateformes d'être sans engagement, de ne pas retenir les clients, mais il faut pas confondre la plateforme de réception, enfin la plateforme agréée et la solution compatible qu'elle propose. Où là, parfois, vous pouvez avoir un engagement d'un an. Ça, il faut regarder quand vous signez Septéo, par exemple, il n'y a pas d'engagement. Donc c'est là où il faut bien regarder parce que certaines sont sans engagement du tout, comme Septéo, et certaines sont avec un engagement de 12, 24 mois. Voilà, donc ça, il faut bien regarder avant de signer. Voilà.
Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Dois-je prévenir mes clients? Bah, ça, on l'a vu, hein. Si vous avez qu'un seul sirène, presque, j'ai envie de dire, ce sera pas la peine de les prévenir. On va aussi voir à l'usage, hein. Et si vous avez par contre plusieurs adresses, là, il faudra leur donner celle sur laquelle vous voulez qu'ils vous facturent. C'est comme aujourd'hui finalement, hein, son adresse postale. Que faire si un fournisseur n'est pas prêt? Alors ça, on nous a souvent posé la question en atelier. Aussi, bah ça, si tu veux répondre. Ouais. Alors ça va arriver. Aujourd'hui, l'administration accepte qu'il y ait des grandes entreprises ou des ETI qui soient pas prêtes. Ça change rien à la relation commerciale. Ça veut dire que là, ceux qui seront pas prêts vous enverront encore certainement des factures, soit sur leur coffre-fort, soit par email, le temps de se mettre en capacité. Donc, on recevra pas la facture en matière électronique temporairement, mais il faudra quand même la régler. Il faudra quand même répondre à cette facture. Forfait téléphonique, Internet, pris en perso, mais passé sur la société, comment ça va se passer? Ça aussi, ça concerne pas mal de monde, puisqu'effectivement, nous, on accepte hein, de comptabiliser des factures que vous avez pris en perso et pas sur la société. Mais demain, ouais, ça sera plus possible. Ouais, ben là, quand vous avez, en fait, compte, c'est très simple, hein, mais c'est chez vos fournisseurs d'accès, si vous êtes côté particulier, ben, vous n'êtes pas côté pro et donc vous n'êtes pas dans le e-invoicing et donc ils vont pas vous demander votre sirène de votre entreprise et donc ils vont pas vous gérer comme ça. Donc vous ne recevrez pas de facture électronique, de compte Orange particulier, de compte EDF particulier, de compte NJ particulier ou SFR particulier. C'est le côté pro qui va envoyer en pro. Sachant qu'après, c'est un arbitrage à faire. Si j'ai un forfait à 8 euros en particulier et que si c'est basculé en pro, ça coûte 50 euros, bon, ben, j'ai envie de dire, on peut garder son forfait particulier à 8 euros plutôt que de récupérer les quelques euros de TVA sur son forfait à 50 euros qui va nous coûter dans tous les cas bien plus cher. Mais on aura ce problème-là sur la récupération de TVA qu'on n'avait pas jusqu'ici par rapport à la facturation électronique. On avait la question de tous les services grand public qui délivrent que des factures à télécharger ou des tickets de caisse, comme voilà, achat d'un repas dans une boulangerie, comment ça va se passer? Bah, ça, c'est ce qu'on vous a dit, hein. Probablement, il y aura ce QR code sur le ticket. On a pas mal de questions sur les agents SIMO. Hum. Ça, je sais pas si on avait eu la réponse. Tu sais maintenant, Non, en tant que mandataire, j'ai une agence SIMO, je fais de la gestion locative. Un de nos locataires est un établissement public. Enfin, il occupe un local commercial que l'on gère pour une propriétaire particulier nous demande de déposer la quittance sur Chorus. Je ne suis que mandataire, il ne s'agit pas d'une facture pour nous. Comment faire? Il y a les cas d'usage spécifiques à l'immobilier, notamment à cette gestion locative. De toute façon, à partir du moment où vous êtes un tiers, il va falloir que vous ayez le mandat pour gérer un peu toutes ces choses-là pour le compte des locataires que vous avez en gestion. Sachant qu'aujourd'hui, les cas d'usage ne sont pas sortis pour dire exactement les modalités d'application, mais ça, il faut attendre encore quelques semaines, quelques mois, je pense, et on aura toutes les modalités de comment s'organiser quand on fait de la gestion locative pour le compte de ces locataires, notamment professionnels. Ouais. Parce que là, vous avez encore un petit peu de temps. On a aussi une SCI qui me demande, pour les SCI, les gérances comme Foncia sont soumises à la facture électronique, mais pour les gestions en direct, les loyers, comment fait-on? Nous, avec Septéo, on a un outil de facturation électronique aussi intégré à la solution dans les 10 euros par mois pour les SCI. Donc ça, vous pourrez, effectivement, aujourd'hui, vous avez des quittances sur Word. Demain, vous pourrez plus. N'allez pas vous équiper d'un grand logiciel de facturation pour ces quelques factures que vous faites par an. Avec Septéo, vous pourrez le faire avec d'autres plateformes aussi. Et c'est très très facile. On peut aussi mettre en place un système d'abonnement si c'est un loyer qui revient tous les mois, qui est toujours le même, où vous le paramétrez en début d'exercice. Et tous les mois, la facture, elle va s'émettre toute seule. Elle se valider toute seule, s'envoyer toute seule. Et c'est juste au moment de la révision du loyer ou de la refacturation d'une taxe quelconque que là, vous pourrez reprendre la main et modifier manuellement la facture. Donc vraiment, en tout cas, l'outil de Septéo là-dessus, il est vraiment très très adapté pour les SCI. Comment ai-je accès à la plateforme? Elle se télécharge sur un ordi, une appli sur le téléphone. Ça, je vais te Hum. laisser Ouais. répondre. Justement, on va commencer à vous montrer.
Donc oui, on a l'ordinateur et l'application. Quel tarif au-delà du forfait des 100 factures par an, émission réception? Donc là, on est à 20 euros par mois jusqu'à 1000 factures et entre 1000 et 5000, 40 euros par mois. Donc voilà, pour aller jusqu'à 5000, faut quand même y aller. Voilà, allez, ben on peut lancer ceux qui doivent nous quitter, hein. Je vois qu'on a un petit peu dépassé, il y a aucun souci.